Il nous semble intéressant de voir aussi comment cette loi va être mise en œuvre à différentes échelles. Et notamment pour cela, nous allons avoir le témoignage de Joël Surig, qui est donc inspecteur d'académie sur le département du Pas-de-Calais, Académie de Lille, qui va pouvoir donc témoigner du pilotage d'un point de vue départemental, du pilotage mis en place par un inspecteur d'académie sur la mise en œuvre de cette loi. Donc il y a maintenant un peu de recul sur l'Académie de Lille, qui a depuis un certain temps fait un certain nombre d'actions, et notamment sur le département du Pas-de-Calais. Donc, Monsieur Surig, vous êtes avec nous. Je vais vous proposer de témoigner de la manière dont vous avez piloté la mise en œuvre de la loi pour l'école de la confiance sur votre département. Oui, bonjour à tous. Alors donc sur le département, je tiens à dire, comme vous l'avez bien dit en introduction, que c'est un travail qui a été continu sur la durée, parce que on avait bien identifié sur un secteur comme le nôtre que l'éducation prioritaire était très importante. Un quart des élèves, voire plus, avec des indicateurs sociaux très négatifs, et il y avait un travail sur les 3 ans qui était important. Donc il y avait besoin effectivement d'aider les inspecteurs, donner des cadres d'action. Ce travail, je tiens à dire, il avait été aussi porté très fortement par l'IEN maternelle. Je tiens à dire effectivement le rôle qui me semble fondamental des IEN maternelles, et Madame Cerf en l'occurrence chez nous, avec un travail vraiment qui a été initié depuis de nombreuses années. Ça avait commencé effectivement dès les années 2000 avec les dispositifs passerelles, donc il y avait une histoire avec nos partenaires, parce que je crois que ça se construit dans la durée avec les partenaires, la CAF, le CMP, le CAMS, le PMI, l'AS, les collectivités, ce qui a conduit effectivement à rédiger un schéma départemental des services aux familles, et notamment sur l'identification des 3 ans, les passerelles, les réseaux parentalité, est un travail effectivement qui a conduit à un cahier des charges de formation partenariale. Parce qu'effectivement, se dire il y a un besoin, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs partenaires, comment on travaille ensemble. Et donc ça a fait l'objet de toute une réflexion qui a donné lieu à une convention de coopération en 2015 qui reprenait la collaboration avec les ATSEM, les PE, les structures petite enfance et la coéducation avec les parents. Donc vraiment les 3 domaines, la coopération, les structures, comment on travaille effectivement avec les structures et avec les parents. Ça a donné lieu notamment à une réflexion avec le CNFPT pour mettre en place des formations et un cahier des charges commun pour réfléchir à comment on pourrait accompagner les partenaires dans des nouvelles formations, avec notamment, il y a eu un conseiller départemental, effectivement, maternel, qui a été nommé en 2015. Donc tout ça a pu donner un cadre qui était important. Mais comme vous le dites, avec aussi l'évolution de la loi, il y a eu un développement qui était progressif et qui s'est construit. Par exemple, sur les formations CLFPT, il y en avait 2 en 2018, 4 en 2019, 8 pour l'année prochaine. Et puis le cadre étant donné avec le CNFPT, on a eu l'autorisation effectivement de reprendre ces éléments-là pour pouvoir construire des formations dans les circonscriptions, sans obligatoirement avec le cadre CNFPT, c'est-à-dire que ça donnait un cadre aux IEN pour aussi pouvoir, eux, construire des formations dans ce cadre-là. On a eu aussi cette année, par exemple, effectivement une journée académique éducation prioritaire maternelle avec un intitulé articuler l'apprentissage et l'épanouissement à l'école maternelle. Thierry Vaste, d'ailleurs, qui est avec vous, effectivement, était intervenu en octobre 2019. Ça permet effectivement de réunir l'ensemble des formateurs, mais je crois que c'est important, c'est de travailler le côté là. Partenariat, mais aussi le contenu, c'est-à-dire le contenu sur l'épanouissement et sur le langage. Et il faut lier les deux. Et donc notamment, on a poursuivi, il y avait les P500 pour les IEN, on a fait 2 journées de formation pour l'ensemble des formateurs, les PEMF. On a réuni aussi les IRON, les coordonnateurs REP, les CPD, les PEMF, donc je l'ai dit, sur 2 jours, sur le vocabulaire, le langage, et puis la connaissance des guides, ce qui permet effectivement que nos formateurs éducation nationale doivent avoir pouvoir porter effectivement des éléments, et ça a été évoqué notamment sur les mots de la maternelle, et en même temps d'avoir une réflexion sur comment on travaille avec nos partenaires. Alors, ça veut dire que, par exemple, avec nos partenaires, il y a eu aussi au mois de novembre, en 2019, un séminaire santé, où on n'est pas directement sur les mêmes entrées, mais où on travaillait avec la CAF, PMI, là aussi, l'Éducation nationale, l'ARS,
c'était de 0-18 ans, mais on a aussi centré, il y a eu tout un atelier sur les 0-6 ans, sur les 1000 jours, et parce que je crois que c'est aussi très très important de connaître, si on veut travailler avec des partenaires, c'est comment ils travaillent, comment ils peuvent avoir des entrées différentes, et c'est important de se connaître et de pouvoir échanger, et donc le séminaire santé était vraiment centré de ce côté-là. Donc des séminaires et des journées de formation qui permettent de mieux comprendre le rôle de chacun et les missions de chacun. Exactement, et ça passait par des séminaires, par des journées académiques, et puis des journées en interne sur le prolongement du P500. Et je crois que c'est aussi important, si on travaille dans ce domaine-là, de prendre appui sur la recherche. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec le CIFODEM, avec Alain Bentolila. On a 30 grandes sections qui travaillent avec lui, ce qui permet aussi, je crois que c'est important d'avoir des moments de réflexion sur la recherche, et la recherche nous aide à comprendre. J'ai entendu tout à l'heure effectivement qu'on disait oser, et je crois que c'était important de pouvoir libérer effectivement en disant, eh bien vous pouvez oser un certain nombre de pratiques, mais c'est intéressant d'avoir aussi des éléments d'analyse, de comprendre ce qui se passe, et pour nos formateurs, et en tout cas pour nos enseignants, ce sont des choses qui sont importantes. Il y a eu des choses plus classiques sur la semaine de l'école maternelle, mais qui est très importante chez nous, avec notamment le rôle des parents, parce qu'effectivement, quel rôle des parents dans ce cadre-là, et je crois que ce sont des choses qui sont importantes. Et on a eu aussi, effectivement, sur les formations de 2 jours pour les directeurs, et notamment les directeurs, sur la spécificité de la maternelle et de l'accueil des 3 ans. Et donc, effectivement, de ce côté-là aussi, voilà, la maternelle, les 3 ans, mes différents partenaires, les ATSEM, comment je travaille, comment, j'allais dire, je pilote, si je puis le dire, effectivement, mon école, pour avoir un regard spécifique avec les spécificités de la maternelle. Et puis deux autres éléments que je dirais qu'on a pu développer. Alors il y a une spécificité du Pas-de-Calais, mais le Nord le fait aussi. Mon collègue était avant dans le Pas-de-Calais, donc il l'avait initié. C'est qu'on a des PEMF en plus de ceux qui travaillent avec l'INSPE. Et on a un objectif de 3 par circonscription, parfois il y en a 1, parfois il y en a 2, et ce qui permet effectivement d'avoir aussi une articulation sur une présence dans les classes. Je crois que c'est important les formations, mais qu'il y ait des moments, on est un peu dans le cadre aussi quelque part de la logique Torrension sur le plan mathématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des formations, mais il faut aussi un accompagnement terrain, avec un regard effectivement très bienveillant vis-à-vis des enseignants, mais parfois aussi entre pairs pour pouvoir échanger et pour accompagner. C'est pas la même chose quand un PEMF vient et puis qu'il est en conseil, il est en regard, il est en échange, et il y a quelque chose on en a 80 et on est en train de monter progressivement 3 par circonscription. Et je finirai par il y a un observatoire de la maternelle que Mme Cerf effectivement pilote, qui est dans une logique de territoire apprenant, c'est-à-dire dans une logique beaucoup plus horizontale, et là aussi de visite. Alors il n'y a pas de territoire de circonscription, et voilà, ils peuvent aller dans d'autres circonscriptions à la demande des écoles pour avoir des temps d'échange, pour avoir des analyses par rapport à ce qui a pu être proposé. Alors c'est une logique qu'on lance sur l'ensemble du département depuis cette année, c'est-à-dire que l'observatoire, ça fait plusieurs années qu'il a lieu, et un peu sur cet exemple-là, on a 8 territoires un peu sur le forme du 110 bis, avec une plateforme qui va aussi permettre quelque part d'échanger, de savoir ce que font aussi d'autres collègues, et il y a des initiatives qui peuvent être intéressantes. Donc voilà un petit peu dans la dynamique qui existait déjà, comment on continue à l'amplifier. Pour pouvoir effectivement à un moment donné travailler sur la relation parent, le partenariat, et puis très fortement effectivement le vocabulaire, le langage et la connaissance des enfants. Je crois que c'est important, il y en avait souvent un manque, et effectivement ça permet d'arriver d'ailleurs sur le troisième élément, sur les effets, parce que vous me demandiez aussi sur les effets. Je crois que ça permet aussi une meilleure connaissance des enfants, parce qu'on a besoin de travailler de ce côté-là. Quels sont les besoins des enfants, et ces temps-là avec des partenaires, et dans les formations d'ailleurs communes avec les PEATSEM, on peut avoir des partenaires extérieurs qui viennent aussi nous aider sur la connaissance du jeune enfant. Alors les résultats, on pourra dire que sur les évaluations CP-C1, on a des écarts effectivement en tout cas qui sont positifs vis-à-vis de l'éducation prioritaire au niveau national. On a réduit effectivement très fortement, et on est, j'allais dire, meilleur. En tout cas, on a des résultats très encourageants sur l'éducation prioritaire.
qui est effectivement largement au-dessus par rapport au niveau national, parce qu'en évaluation CP, on sait que c'est beaucoup ce qui se passe en grande section, notamment la compréhension des mots, le nom des lettres, les sons. Je crois que c'est important aussi de dire, quand on a mis en place effectivement la scolarisation obligatoire sur les 3 ans, il y avait tout un cadre qualitatif qu'on avait pu mettre en place sur la sieste, les dortoirs, le rythme de la journée, le temps éducatif, le lien avec les parents. Et ça s'est passé, j'allais dire, de manière un peu fluide, parce qu'il y avait tout un cadre de travail qui a été fait par nos IEN et qui avait été fait dans le cadre aussi du travail de la maternelle et dans le cadre avec nos partenaires. Je crois que c'était important dans ces moments-là. On peut se mettre à discuter. On n'est pas à l'éducation nationale de manière injonctive. Voilà ce qu'on change, voilà comment vous devez faire, mais qu'on est sur un échange ensemble. De la même façon, sur par exemple les objets de la vie quotidienne, c'est les petits déjeuners, mais le comité départemental pauvreté avec la préfecture travaille beaucoup sur la vulnérabilité avec les partenaires, ce qui permet, quand on met les petits déjeuners, 14 communes, 109 écoles, 15 000 élèves, de travailler sur, ça veut dire quoi, de mettre des petits déjeuners, et s'ils sont hors temps scolaire ou temps scolaire, quel objet, comment on travaille avec les parents, et puis les partenaires aussi se retrouvent, ou ATSEM ou d'autres personnels, et voilà, et de travailler ensemble sur le sens que ça a. On n'est pas juste pour nourrir des enfants, quel sens ça a. Et puis je finirai sur le travail qui a été fait notamment aussi sur les cités éducatives. On en a 4, Lens, Calais, Arras et Boulogne, et j'ai vu sur les 4 cités éducatives, le domaine effectivement de la partenariat et de la coéducation était très fortement impacté, avec déjà un travail partenarial, c'est-à-dire un travail avec les PMI, un travail sur les 1000 jours, un travail avec la CAF dans les différents secteurs, qui s'est fait, j'allais dire, presque naturellement, parce qu'il y a déjà un travail initié, et ce qui permet d'aller plus loin avec des réflexions innovantes. J'en citerai qu'une parce que elle est assez remarquable, et le ministre s'était déplacé à Val-de-Scarpe à Arras, où on a un pôle éducatif avec effectivement 9 classes. On a aussi une unité externalisée pour les jeunes sourds. On a 40 places d'accueil petite enfance. On a un relais maternel dans les mêmes locaux. Et même, il y a une consultation PMI qui s'y trouve. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, carrément, on arrive à faire dans un même lieu, on travaille ensemble et on a des relations parce qu'on travaille dans un même lieu avec des entrées et des âges différents pour les enfants. Et là, je sais qu'on travaille avec le maire d'Arras dans le cadre de la cité éducative, peut-être aussi pour développer ce type de lieu. Ça veut dire qu'on parle aussi ensemble avec nos partenaires des structures. Mais ça veut dire qu'on se fait confiance et qu'on a envie de travailler ensemble. Voilà, j'ai essayé de donner, dans le temps imparti, vous m'avez dit 10 minutes, de pouvoir donner quelques exemples des effets et du cadre qui pouvaient s'engager dans le cadre d'un pilotage départemental et académique, parce que je précise bien qu'aussi les chartes et les conventions, schéma départemental, c'est quelque chose qui a été travaillé aussi au niveau académique depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Monsieur Surig. On voit bien aussi la continuité de votre réflexion au niveau du département. On voit bien la mise en œuvre des formations qui petit à petit évoluent, à la fois en nombre, à la fois en contenu, à la fois en public concerné également. On comprend bien aussi le temps long d'installer une relation de confiance entre tous les partenaires pour que cela soit possible et rendu possible. On voit aussi toute la question de la proximité de ces différents lieux, de ces différentes structures. On comprend bien que quand les lieux sont rapprochés entre pôle enfance, école, tout ça, ça fonctionne peut-être plus facilement. Pour étayer votre propos et rentrer vraiment dans la question des formations communes, nous avons des réactions aussi sur Twitter à ce sujet-là. On voit bien que les formations communes se sont développées. On en a de plus en plus sur le territoire. L'idée, ce serait d'aller maintenant sur le contenu de ces formations. Et pour cela, Monsieur Vaz, vous avez une expérience, puisque vous êtes penché depuis quelques années sur cette question de la relation ATSEM-PE. Et puis, donc, vous êtes tout à fait partie prenante de ces formations-là et avec certains leviers et puis certaines conditions, je vais dire. Donc, peut-être que vous pourriez nous faire part de votre expérience à ce sujet. Très bien, merci. Je vais d'abord rappeler qu'effectivement, l'enjeu très fort des formations pluriprofessionnelles, je veux dire, c'est certainement un des plus gros leviers de progrès qu'on a pu identifier aujourd'hui, parce que d'abord, c'est un espace fort de reconnaissance des métiers. Alors là, on parle spécifiquement de l'ATSEM et de l'enseignant. On pourrait imaginer, dans le cadre de la problématique scolaire, ouvrir ces formations pluriprofessionnelles à d'autres acteurs, que seraient les AESH, les animateurs périscolaires, les personnels de restauration, dès lors qu'on est sur des thématiques comme la bienveillance, etc. Donc si on se recentre sur la dynamique
de la collaboration ATSEM-enseignants, parce que c'est vrai que celle-là, elle est complexe, elle est historique, elle est complexe, parce que l'histoire de l'école maternelle, mais aussi l'histoire des métiers, nous a montré comment on doit s'ajuster à de nouvelles formes de travail, et comme je l'ai dit, à une reconnaissance, à une considération, à égalité de traitement de ces deux métiers. Donc l'espace de la formation pluriprofessionnelle, ça permet déjà cette reconnaissance. Ce que je veux dire aussi, c'est que on a mesuré depuis plus de 15 ans maintenant que ça a été initié, le fait qu'entendre la même chose au même moment est forcément déclencheur de quelque chose dans les postures professionnelles. Et c'est très efficient en termes de réinvestissement partagé, et ça invite à construire derrière quelque chose. Mais ce que je voudrais quand même rappeler, c'est qu'avant d'entrer dans les formations pluriprofessionnelles entre ATSEM et enseignants, on a certainement à réinterroger, du côté des ATSEM au moins, une logique d'acculturation nécessaire qui peut-être a été trop ignorée pendant des décennies. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre que des ATSEM qui sont au service d'un collectif d'enfants, d'enseignants, d'acteurs dans l'école, méconnaissent totalement le fonctionnement de l'institution scolaire et les programmes. C'est-à-dire combien d'ATSEM en France aujourd'hui sont capables de décliner les 5 domaines des programmes et comprendre à minima ce qui est attendu. Alors, pas besoin d'aller dans le détail des compétences à construire, etc. Mais partager en tout cas cette culture-là. Voilà, qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'amener les ATSEM à devenir des enseignants. Ce n'est pas le sujet. Au contraire, ce focus préalable permet une clarification des rôles. Et par rapport à ça, bon, je vais vous citer un exemple. Par exemple, dans ma collectivité, moi j'ai missionné l'IEN maternelle départementale qui est venue pendant 3 heures intervenir devant toutes les ATSEM de ma collectivité pour leur expliquer le fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire concrètement, elles sont ressorties de là un peu regonflées en disant mais oui, ce qu'on comprenait un peu de manière implicite, là l'inspecteur il a été très clair. Et lui il a cette légitimité pour le faire et je pense que c'est un vrai levier de progrès. Derrière, on peut engager des formations pluriprofessionnelles parce qu'au moins elles comprennent le cadre. Si je vais plus loin, on pourrait imaginer que quand l'inspecteur vient dans la classe, les conseillers pédagogiques, les membres des RASED, mais quelle lisibilité pour les agents territoriaux pour comprendre ce que sont ces différents acteurs de l'institution éducation nationale et qu'ils découvrent et sans qu'on les ait jamais informés ou au moins formés à la spécificité de ces métiers. Donc voilà, une nécessité d'acculturation qui me paraît fondamentale. C'est aujourd'hui, pour moi, le préalable aux formations pluriprofessionnelles. Donc acculturation des contenus, acculturation des différents acteurs aussi. Et du fonctionnement de l'institution éducation nationale, c'est-à-dire du recteur au DAZEN, enfin même du ministre à la classe, comment ça fonctionne, et y compris par rapport à la relation aux familles, etc. Ensuite, sur les programmes, enfin sur les contenus, il est important, j'ai été très attentif aux propos du DAZEN, M. Sury, qui dit que le fait d'avoir conventionné, d'avoir mis en place un cahier des charges avec le CNFPT, permet de poser un cadre global. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait quand même, parfois, certaines communes s'émeuvent ou me disent, mais effectivement, on a été invités, toutes nos ATSEM ont été invités à participer à une formation commune avec les enseignants, mais on ne connaît pas le contenu, on nous impose la temporalité et on ne sait pas quel formateur. Et le fait d'avoir posé un cadre préalable avec le CNFPT garantit quand même qu'on ait travaillé ce sujet en amont, ça me paraît important de le rappeler. Il y a une collaboration aussi sur les contenus en lien avec les missions des uns et des autres. Voilà, ce qui dit aussi tout simplement que ce qu'on pourrait exiger des professionnels de terrain dans les classes ou dans les écoles, d'un partenariat constructif, efficient et harmonieux, peut-être qu'au niveau des institutions déjà, on doit s'imposer au moins ces mêmes types de collaboration. Alors de fait, ce que ça va engager dans ce qu'on va entendre ensemble, plusieurs leviers. Je pense que d'abord, on a besoin de comprendre dans le partage des rôles des uns et des autres, jusqu'où on est dans le partage des territoires. C'est un peu manichéen de penser que l'un s'occupe de l'enfant et de son corps et l'autre de l'élève et de son intelligence. Donc, et vous savez aussi, il faut le rappeler, qu'on a une telle disparité aujourd'hui dans le potentiel des ATSEM en activité. Ça va du recrutement social qui existe toujours, il ne faut pas le nier. Et je reviens de Guadeloupe, là où j'avais une mission à ce niveau-là. Et malheureusement, je pense que beaucoup de maires n'ont pas encore compris les enjeux de l'école maternelle et continuent à être sur ce type de recrutement. Et à côté de cela, on a des ATSEM formés, bien sûr, CAP de très bon niveau, je le rappelle, le concours sur titre, mais aussi des ATSEM qui ont Bac+2, Bac+3, Bac+4.
Donc je pense que ça change complètement la donne et on ne peut pas nier que ces disparités de territoire font que sur les éléments que vous avez déjà évoqués, sur l'importance du langage, du parler professionnel, c'est-à-dire qu'on a, nous, collectivités, à beaucoup mieux prendre en compte ou intégrer au moins que dans le recrutement des ATSEM, ces compétences-là doivent être identifiées. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut que l'État aussi continue à travailler avec les maires de France sur ce sujet et que le niveau d'exigence sur le recrutement passe aussi par cette dynamique de le parler de l'école n'est pas celui de la maison et comment on doit professionnaliser nos agents territoriaux sur ces questions-là. Certaines formations sont déjà très abouties, que le CNFPT met en place sur ces sujets, mais c'est vrai aussi pour ce qui est la question de la bienveillance éducative, de l'inclusion, des usages du numérique, de la relation famille. Autant de sujets à partager ensemble, enseignants ATSEM, qui montreront cette efficience. Après, il y a un souci de disparité territoriale. Bien évidemment, une commune assez importante va avoir une réflexion et des possibilités qui ne sont pas les mêmes que dans un village, dans une petite commune. Donc il y a peut-être aussi une échelle de réflexion à avoir de manière plus globale. Et c'est là aussi qu'il faut trouver d'autres leviers. C'est-à-dire que les réseaux, comme celui que je représente, de l'ANDEV, permettent justement d'essaimer des messages aussi et d'accompagner les territoires sur ces questions-là. Mais on a aussi des réseaux d'élus, l'Association des maires de France, les maires ruraux, etc., qui doivent être impliqués dans ces partenariats-là et qui doivent comprendre les enjeux, je le redis, enjeux de la loi pour l'école de la confiance, enjeux d'une école maternelle renouvelée, pour pouvoir être mieux à même de servir ce projet-là collectivement, parce que c'est l'affaire de tous. Et le maire, vous le savez bien, on va sortir des lois Jules Ferry ou Guizot qui disaient à l'État le spirituel et au maire le matériel. On est bien au-delà de cela. C'est-à-dire que le maire doit s'impliquer aussi sur le plan pour faciliter la mise en œuvre pédagogique que vous devez mettre en place à votre niveau éducation nationale. Donc voilà, on est dans une réflexion partagée. Pour ce qui est des formations pluriprofessionnelles, je termine juste sur un sujet, c'est que les ATSEM sont en difficulté pour avoir connu une évolution depuis 20 ans, où alors qu'elles étaient préalablement appelées par les enseignants pour intervenir dans la classe quand on en avait besoin, aujourd'hui elles sont à 100% dans la classe, au cœur du réacteur, et on leur confie des groupes d'enfants à encadrer sur des activités pédagogiques, voire avec des entrées parfois didactiques, qui peuvent poser question en termes de comment elles sont en capacité à accompagner ou pas. Donc beaucoup d'ATSEM nous disent, sur ces moments-là, on transfère, on confie un groupe d'enfants, je peux être en difficulté, parce que certains enfants ont fini plus vite que prévu, d'autres n'y arrivent pas, et dans ma posture d'animatrice de cet atelier, je ne sais pas comment faire. Donc, vous voyez, les formations pluriprofessionnelles ont permis de construire des outils où des collectifs ATSEM enseignants ont déterminé ensemble sur des groupes de travail ce qu'ils ont appelé les conditions de réussite d'un atelier confié à l'ATSEM. On définit un avant, un pendant, un après. Et donc, vous voyez, sans modéliser, mais je veux dire, on part du questionnement du terrain de départ et on va trouver des réponses ensemble, on va s'ajuster. Sachant que certaines ATSEM l'évoquent aussi, quand elles changent par exemple de classe d'une année à l'autre, elles disent que parfois elles n'ont plus le même métier, ne serait-ce que de changer de classe dans la même école. Donc ça interroge aussi ces dynamiques-là. Alors elles le disent quand elles changent d'école aussi, mais parfois même au sein de la même école, elles peuvent avoir le sentiment de ne pas effectuer le même métier non plus. Donc ce binôme est essentiel, enseignant ATSEM, mais au-delà de ça, la dynamique école. Alors ce que vous questionnez là, c'est effectivement la nécessité de sortir de l'invisible, quoi. Il faut rendre explicite auprès des agents territoriaux les attendus de l'école, les attendus de la situation, de la séquence. Et moi, j'invite les enseignants à être beaucoup plus explicites, comme on leur demande pour les enfants qu'ils accueillent, envers les personnels territoriaux. Qu'est-ce que tu attends de moi quand je pilote ce groupe, etc. Et de fait, quand on revient au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, sur les premières scolarisations, ça interroge dans la professionnalité aussi peut-être ce que j'ai découvert en Guadeloupe et qui me paraît très efficient. La mission maternelle a mis en place des postes à profil pour les sections des tout-petits, des 3 ans. Les postes à profil, dans un partage avec les collectivités territoriales, où aussi les ATSEM sont recrutés sur ces profils-là et formés ensemble avec les enseignants sur ces profils-là. Donc voilà, ça débouche sur une espèce de cahier des charges qui a été signé entre les collectivités et les services de l'éducation nationale pour professionnaliser les ATSEM, mais tout particulièrement
sur cette dynamique de première scolarisation. Donc, et ça réévoque comment on aide l'enfant à devenir élève, mais comment aussi on aide le parent à devenir élève et dans les postures de chacun. Donc clarification des rôles, mais aussi tous ces sujets-là qui... Voilà. Donc tout ça pour dire que, je le rappelle, ça nécessite en amont un travail très collaboratif entre institutions. Et effectivement, j'entends que certains maires ou collectivités n'ont pas encore déclenché cette acceptation de laisser les ATSEM partir en formation avec les enseignants. Je pense que c'est un travail au long cours, on a besoin d'y travailler tous ensemble, mais ça suppose aussi que dans les aménagements des espaces, puisqu'on n'a pas trop encore évoqué ce sujet, oui, nous allons l'évoquer tout à l'heure, on va l'évoquer, on soit aussi au clair sur les attendus des uns et des autres, et y compris quand il faut renouveler tout le mobilier de la classe maternelle, parce que justement en petite section, peut-être que les usages font que l'aménagement de l'espace va être différent. Là encore, la collectivité a besoin de comprendre l'enjeu en amont, et je vais simplement terminer en disant, on a besoin d'une permanence de l'investissement. Vous connaissez les difficultés de certaines collectivités aujourd'hui par rapport aux dotations de l'État et des budgets qui baissent. Donc d'accord, je me souviens de cet exemple d'une directrice d'école qui avait un projet extraordinaire. Elle a demandé à abattre une cloison entre le dortoir et la classe pour faire un vrai espace de déambulation pour les tout-petits, et voilà, avec une structure motrice, etc. Et quand je vous parle de la permanence de l'investissement, la ville a investi pas loin de 50 000 € sur le projet. Et 2 ans après, cette directrice étant partie en retraite, une autre directrice arrive et nous demande à mettre une cloison entre les 2 classes. Donc ça, c'est pas entendable pour un maire. Donc c'est-à-dire que comment ensemble on va construire des projets au long cours qui garantissent l'investissement, la permanence du projet, et en associant, bien entendu, là aussi, les personnels territoriaux, au-delà des seuls enseignants ou des politiques de la colonie. Donc mieux comprendre les contraintes des uns et des autres, mieux connaître les missions de chacun. On voit bien que là, il y a des rencontres à encourager ou à poursuivre. Et je vais laisser la parole tout de suite justement à Sylvie Delobel, puisque Sylvie, vous avez sur votre territoire, vous êtes aussi appropriée ces questions de formation commune ATSEM-PE. Vous y avez réfléchi, vous êtes en train d'envisager justement la phase 2, la poursuite, en termes de public, en termes de contenu. Et vous allez pouvoir nous échanger un petit peu là-dessus et nous dire ce qu'il en est. Effectivement, comme l'ont pu le dire M. Suric et M. Vasse, les choses s'anticipent et il faut vraiment préparer, être sûr de son contenu, être sûr des partenaires avec lesquels nous travaillons. Au départ, on commence par l'échange avec la directrice des services scolaires et de la petite enfance au niveau de la collectivité. On essaie d'être invité à la journée de formation par le CNFPT, la journée de formation des ATSEM, et on leur propose, on leur présente le programme finalement d'une formation commune. Et là, elles ont un visage qui s'illumine. On a l'impression qu'on répond réellement à un besoin. Elles sont reconnues en tant que professionnelles de l'école et elles sont en attente. Alors elles regrettent que les choses ne se soient pas mises en place beaucoup plus rapidement, mais il est vrai qu'il faut se donner le temps de bien réfléchir, le temps d'anticiper. Donc suite à cela, nous avons réalisé une convention avec le CNFPT qui nous semblait essentielle puisque c'est leur partenaire en termes de formation. La première formation a été mise en place au niveau des REP+, les choses en termes de temps, puisque vous parliez du temps ce matin, Monsieur Vasse, et c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, a été beaucoup plus simple à trouver. Et on part effectivement de l'évolution de l'école maternelle, parce qu'elle a beaucoup évolué dans son fonctionnement, dans ses enjeux, dans ses attentes, mais également ce passage, et ça c'est ce que vous citez dans votre ouvrage, de la femme de service à l'ATSEM, avec ces chamboulements de textes, de décrets qui sont arrivés et qui finalement lui donnent aujourd'hui les missions qu'elle a. Mais effectivement, il semblait important de pouvoir échanger avec les enseignants sur les enjeux de l'école maternelle et puis qu'est-ce qu'on y travaille, qu'est-ce qu'on y apprend. Enfin, il existait déjà une charte sur Amiens et il semblait bon que chacun puisse la connaître. Plusieurs ATSEM ne la connaissaient pas et les enseignants n'en avaient pas connaissance du tout. Donc la lire ensemble, pouvoir échanger, pouvoir la compléter, pouvoir faire bouger quelques lignes, ne serait-ce que sur la participation des ATSEM au niveau du conseil d'école. Est-ce que c'est un temps de travail? Est-ce que c'est un temps personnel? Donc là, les choses ont été mises à plat et après, avec la collectivité, il a été dit que c'était bien un temps de travail, qu'il n'y avait pas besoin de récupérer ce temps. Ça paraît tout simple, mais finalement, c'est quelque chose d'évident. C'est 6 heures dans l'année. Et puis cette année, une autre formation s'est adressée cette fois-ci à tous les enseignants de cycle 1
une journée autour du développement de l'enfant et surtout comment prendre en compte tout ce qui a été donné en termes de conférences pour créer un environnement sécurisant, serein, qui respecte vraiment la singularité de chaque enfant. Enfin, tout à l'heure, M. Surig parlait des cités éducatives, et il est vrai que dans le rapport mission territoire réussite, il est dit que la cité éducative peut être un lieu où on peut innover des choses, où on peut lancer des choses. Et dans le projet d'action qui a été rédigé, finalement, la volonté était celle de favoriser le volet humain et favoriser le climat scolaire. Donc une formation en discipline positive est développée pour les enseignants du cycle 2, les enseignants du cycle 3 et au niveau du collège. Cette fois-ci, c'est une formation commune qui va avoir lieu, enseignants, ADSEM, mais également les directeurs de centres de loisirs. Vous disiez qu'il fallait élargir aux personnels territoriaux. C'est un début. Ce que nous voulons à travers cette formation, c'est vraiment arriver à une culture commune, à un partage de valeurs, puisque les enfants ont peut-être plusieurs interlocuteurs dans une journée, mais surtout ils ont plusieurs interlocuteurs dans les mêmes lieux, qui devraient avoir les mêmes règles, qui devraient fonctionner pour tout le monde de la même façon. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons d'autres partenaires qui se sont associés pour cette action, le service de promotion à la santé de la DSDEN et également l'ARS. Vous l'aviez cité tout à l'heure, mais effectivement nous élargissons notre partenariat. Alors, vous avez donné une transition toute trouvée, puisque nous avions une question également via Twitter sur la place des médecins scolaires et donc le pôle médical. Donc là, vous avez, vous, ce souhait d'évoluer vers une application dans le cadre de ces formations. En ayant contact avec un travail qui se développe avec le médecin départemental de la PMI et le service de promotion de la santé, finalement, le lien se fait très facilement puisque au niveau des 3 ans, on est avec la PMI et on bascule après sur les 6 ans avec la médecine scolaire. Donc effectivement, avoir des choses qui sont communes, pouvoir discuter de comment on appréhende tel dossier, comment faciliter les choses par rapport au suivi des élèves. Vous avez soulevé également la question d'une charte. Donc je pense que ce serait bien qu'on s'attarde un peu aussi sur cette question-là, puisque voilà, on voit que plusieurs communes ont mis en place ce type de support. La question pourrait se poser d'un outil éventuellement national. Maintenant, il y a des réalités qui sont tellement disparates que ça ne semble pas forcément souhaitable. Donc peut-être, Monsieur Vaz, là-dessus, votre point de vue du côté partenarial, et puis Monsieur Leroux, si vous avez aussi le souhait d'intervenir. Je me permets juste, pour finir sur la question des formations partagées, que c'est important quand même de rappeler qu'on a aussi besoin, à un moment, de former et les enseignants et les ADSEM de manière disjointe sur des questions qui les concernent, et qui ne concernent pas forcément l'un et l'autre. Et sur le plan de la faisabilité, c'est important aussi de rappeler que tout est possible. C'est-à-dire, moi j'ai vu des situations d'animation pédagogique qu'un IEN de circonscription a ouvert aux ADSEM, si tant est qu'il s'est rapproché du maire, etc., de plans de formation, mais là, on sait qu'on n'est pas sur les mêmes temporalités. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une souplesse dans les collectivités pour dire on peut libérer tant d'ADSEM dès la semaine prochaine sur un projet, alors que l'Éducation nationale nous dit qu'il faut peut-être anticiper dans le plan de formation un an à l'avance. Oui, mais il faut qu'on fasse sauter ces verrous-là, c'est-à-dire ces obstacles-là, avec la volonté, on y arrive. Et ça a déjà été tenté. Alors maintenant, effectivement, sur la question des chartes, je crois que c'est très important de rappeler que les formations pluriprofessionnelles, souvent, justement, elles déclenchent. Parce qu'elles ont identifié des points saillants sur lesquels il va falloir qu'on travaille ensemble et sur lesquels on doit se mettre d'accord. Alors, je vais ouvrir des portes en disant, par exemple, la question de la sieste, la question de la propreté sphinctérienne, la question de la place des ADSEM ou pas en récréation, etc., etc. Donc, tous ces sujets identifiés en contexte sur un territoire donné nécessitent peut-être d'être travaillés pour arriver à un consensus qui ferait qu'à un moment, on a un écrit qui valide le fait que, voilà, nous, comment on envisage de traiter ces questions-là. Donc, c'est bien une charte des collaborations dont je vous parle, et pas une simple charte des ADSEM qui a quand même un peu tendance à finir aux oubliettes parce que les enseignants ne sont pas directement concernés. Et on a connu des chartes ADSEM qui étaient plus des règlements intérieurs, et ça, c'est l'affaire de la collectivité, on s'en fiche dans ce cadre-là. Donc, l'impulsion qui est donnée depuis 2-3 ans, là, de mettre en œuvre plutôt des chartes des collaborations, c'est un vrai sujet. Et si je fais partie de ceux qui, effectivement, militent pour qu'on n'ait pas un cadrage national forcément trop contraint, c'est parce qu'en contexte, des situations sont très différentes. Et à Lons-le-Saunier ou à Marseille ou
Paris intramuros, la charte, elle n'aura pas la même déclinaison. Donc je suis plutôt favorable à l'idée d'un cadre, mais qui pose des entrées assez significatives, et qu'en contexte, les groupes de travail permettent d'écrire cette charte. Et ce que j'ai envie de dire aussi, pour l'avoir vécu, c'est que le temps qui a conduit à élaborer cette charte, et le temps d'échange entre les professionnels, est d'autant plus important, et peut-être plus important que l'écrit en lui-même qui va sortir au bout d'un an, même s'il a été validé et qui fait office de référence, signé par le maire, l'inspecteur, etc. C'est tout ce cheminement qui a permis la reconnaissance, la valorisation et le fait qu'on puisse expliciter ensemble des sujets d'achoppement qui pourraient faire tension si on n'y prend pas garde. Je les ai déjà évoqués. Donc oui, le deuxième levier fondamental pour moi, après les temps de formation pluriprofessionnelle, c'est vraiment l'écriture de chartes de collaboration. Thomas Leroux, sur cette question. Sur la question de la charte nationale, effectivement, c'est quelque chose qui est en réflexion depuis quelques temps déjà au niveau national, et qu'effectivement un cadre ne peut pas être trop contraint. En tout cas, il doit donner des axes partagés du point de vue national entre les ministères dont ce sont les compétences, à savoir les collectivités territoriales et le scolaire. Et pour le coup, à mon sens, ce sont en territoire des points d'appui assez intéressants, qui d'une part peuvent arrêter effectivement les missions de chacun et pouvoir s'inscrire dans ce cadre national pour avoir des compétences, des compétences partagées, des compétences propres. Et d'un autre côté, c'est aussi un outil de réflexion, ou ce sera un outil de réflexion qui, à mon avis, peuvent permettre aux collectivités territoriales et à l'État déconcentré de s'entendre sur des axes de formation conjoints. C'est-à-dire de fixer peut-être, au vu du contexte, des axes de formation sur lesquels ils pourraient s'engager sur un plan pluriannuel qui permettrait justement de travailler sur une culture commune. Alors écoutez, en tout cas nous avons grâce à Sylvie Delobel la possibilité d'entendre un témoignage, puisque vous avez donc pu vous rendre auprès d'une équipe qui a participé à une formation commune. Il nous semblait intéressant de pouvoir justement avoir ce témoignage-là. Donc nous les remercions. Nous avons donc un témoignage de l'enseignante de classe, donc Aurélie, de son ATSEM également, de l'ATSEM, donc Ouria, et puis aussi du directeur d'école qui va lui évoquer la manière dont il a vécu aussi cette formation et ce qu'il en a fait, les leviers dont il s'est servi au sein de son école, justement. Donc, nous allons tout de suite entendre donc, le témoignage de l'enseignante, l'ATSEM, et du directeur d'école. Je m'appelle Amélie, je suis enseignante dans une classe de tout petits, une classe spécialisée d'enfants âgés de 2 ans. Cette année, j'ai 22 élèves. Alors, j'ai trouvé cette formation vraiment très intéressante et enrichissante. C'est la première fois que nous avons une réunion en commun avec les ATSEM. Cela nous a permis d'échanger nos points de vue et nos ressentis sur la relation enseignant-ATSEM, mais aussi sur le travail et le rôle de chacun. Ça nous a vraiment permis une meilleure compréhension du travail de l'autre et des besoins de chaque individu. La communication étant primordiale dans notre travail, en école maternelle, nous travaillons vraiment en binôme, dans un objectif commun, la réussite des élèves. Lors de cette formation, nous avons pu aussi aborder des points importants, de la charte. C'est la première fois que j'avais en main cette charte. Et nous avons pu parler du nombre d'ATSEM dans un dortoir, les sorties scolaires, la présence d'ATSEM aussi au conseil d'école. Beaucoup de monde n'était pas au courant que les ATSEM pouvaient assister au conseil d'école. Et ces sujets étaient vraiment importants à évoquer, puisque dans certaines écoles, des enseignants ou des ATSEM rencontrent des problèmes. Et maintenant, en ayant connaissance de cette charte, ils pourront désormais s'appuyer sur celle-ci pour justifier leur choix. Je m'appelle Ouria, je suis ATSEM à l'école maternelle La Paix avec Amélie Fenès qui est mon enseignante. Pour moi, la formation qui a eu lieu en janvier 2019 ne m'a pas apporté grand-chose à moi parce qu'avec Amélie, ça se passe bien, ça se déroule comme il faut. Mais je pense que pour d'autres collègues, le relationnel avec l'enseignant avec qui elles travaillent a dû être un plus parce qu'elles ont maintenant, les enseignants ont un texte écrit, une charte sur laquelle avec Amélie, voilà, on est complémentaires. Elle a ses idées, j'ai les miennes. Je lui donne des idées aussi. Le travail roule, quoi. Même si c'est des tout petits, on essaie de faire le max de ce qu'on fait. On a nos activités et à chaque activité, Amélie m'explique ce qu'il faut faire, les attentes qu'elle a par rapport aux réussites de l'enfant. Si ça marche, bon, tant mieux, je lui dis. Si ça ne marche pas, on recommence jusqu'à temps qu'on ait des résultats. Tout d'abord, cette formation nous a permis quand même de faire un point sur les rôles et les fonctions d'ATSEM en général, de revoir, de clarifier tout ça, notamment en s'appuyant sur la charte
qui est relative justement à l'intervention des ATSEM pour la ville d'Amiens. Donc cette charte assez complète qui déjà nous a permis de retracer un peu l'historique de l'évolution de la fonction d'ATSEM. Et c'était important aussi de le rappeler. Important aussi de rappeler qu'elles sont associées déjà depuis plusieurs années, associées de plus en plus à l'équipe pédagogique. Et nous, pour ça, ça a été un vrai levier, enfin, en tout cas un vrai point de réflexion, quoi. Comment associer les ATSEM à l'équipe pédagogique. Donc moi en tant que directeur, c'est vrai que cette charte, elle m'a permis de constituer une petite base de réflexion, notamment sur des choses d'abord pratiques, l'organisation de l'emploi du temps des ATSEM en fonction de leur mission, en fonction des moments de la journée, c'est-à-dire quand elles sont au dortoir, l'atelier, quand elles sont en atelier dans les classes, quand elles s'occupent des enfants, etc. Donc voilà, ça a permis en fait de donner encore plus de sens sur leur mission et de justement distinguer d'un côté donc ce côté des missions liées à l'hygiène des enfants, la prise en charge, l'entretien des locaux, etc. Mais d'un autre côté aussi cette appartenance à la communauté éducative. Donc on a essayé d'intégrer au maximum les ATSEM justement dans les projets de classe, mais disons un peu plus sur le long terme, en expliquant peut-être plus les objectifs, là on voulait en arriver, et les finalités pédagogiques à chaque fois des projets. On a parlé aussi, échangé autour du projet de réseau ou du projet d'école, voilà, pour voir un petit peu comment on se situait justement d'un point de vue général, d'un point de vue du réseau. Et puis plus particulièrement en classe, on s'est rendu compte finalement qu'on mettait déjà en place certains outils pédagogiques et qui étaient justement au service aussi, au service des ATSEM, oui, dont les ATSEM pouvaient se saisir en fait. Par exemple, des grilles d'observables. Donc, on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Nous, on a nos propres grilles d'observables, par exemple, lors des ateliers ou des séances de classe. On a vu on a proposé aussi aux ATSEM, en y réfléchissant ensemble, des observables, effectivement. Qu'est-ce que je veux au niveau du langage, au niveau du vocabulaire, au niveau, de l'observation qu'il peut y avoir dans le cadre d'un atelier. Et donc voilà, on a eu des échanges comme ça autour d'outils, et finalement pour trouver des leviers propices à la réussite des enfants, et puis de manière à être le plus efficient possible en classe, quoi. Donc voilà, un témoignage éclairant sur la manière dont ensuite, parce qu'il y a la formation certes, mais il y a aussi ensuite la manière dont les équipes s'emparent et construisent la suite de ces journées-là. Des petites précisions par rapport à l'école et aux spécificités de l'école. Oui, le directeur a évoqué finalement l'organisation qu'il pouvait avoir sur les temps de sieste, sur les temps d'atelier, et la réflexion qui a été faite sur cette école, puisqu'il y a un dispositif pour les moins de 3 ans et la scolarisation donc des enfants de 3 ans également, ce qui fait que la capacité du dortoir a augmenté cette année, et une réorganisation des emplois du temps des ATSEM fait qu'elles ont été 2 sur le dortoir au moment où les premiers enfants se lèvent, de sorte à ce qu'une ATSEM puisse sortir. Donc finalement, sur le terrain, effectivement, chacun fait évoluer en fonction de ce qu'il a pu vivre ensemble, de ce qu'il a pu échanger, de ce qu'il a pu mettre à plat, pour faire en sorte, comme le dit le directeur, de rendre les conditions d'accueil les plus efficientes possibles. Donc là, on interroge aussi la place du directeur. C'est-à-dire que le directeur, aujourd'hui, il est complètement partie prenante de l'organisation du temps sur le temps scolaire, l'organisation du temps des ATSEM. Une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, Monsieur Vasse? Je pense que clairement, ça renvoie à ce que disait Joël Suric sur le directeur pilote. C'est lui qui donne l'impulsion en tant que responsable y compris, j'ai envie de dire, des moyens que le maire lui attribue. Et quand un maire attribue à une école une équipe d'ATSEM, alors qu'il y en ait un par classe ou pas, c'est de la compétence du directeur d'école, c'est ce que rappellent les textes, d'organiser le travail des personnels communaux qui sont placés sous sa responsabilité pendant le temps scolaire. Ça veut dire clairement que le choix d'une équipe de concentrer les moyens en accompagnement d'une classe de tout petit, par exemple, en début d'année, est tout à fait légitime, si tant est, encore une fois, qu'on explique aux ATSEM ce projet et que ce soit dans une dynamique de projet partagé avec l'ensemble d'équipes de l'école. Que l'enseignant de grande section ne dise pas d'un coup, moi je suis déshabillé alors que vous mettez 2 ATSEM chez les petits. C'est un projet d'équipe, c'est pas que l'affaire de la petite section. Et les ATSEM ont besoin d'être en compréhension. Mais ce que je trouve remarquable dans le témoignage du directeur, c'est ce qu'il arrive à mettre en place finalement. Et là, la bascule entre le décret
de 2012 et de 92 pardon, et celui de 2018 sur les ATSEM, c'est bien que là, très clairement, elles ne sont plus membres de l'équipe éducative, elles appartiennent. Et ce changement sémantique, il est fondamental. Et c'est ça qu'il faut faire vivre. Maintenant, du côté des collectivités, on a un gros travail à engager sur le fait de dégager du temps professionnel pour l'ensemble des ATSEM en dehors de la présence des élèves. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui que ces projets se mettent en œuvre de manière aussi efficiente si on n'a pas un capital temps dédié. Alors moi, je vais être très clair avec ça. Dans ma collectivité, par exemple, on dégage 15 heures par an et par ATSEM qui sont mis à disposition des directeurs d'école. Ça prend les 6 heures de conseil d'école, mais aussi des concertations de cycle élargies aux ATSEM, des préparations de fêtes d'école, une sortie au carnaval, une classe de découverte. Et c'est du temps qu'on décompte. Et à un moment, si les ATSEM, sur leur annualisation du temps de travail, ne font pas 3 heures en centre de loisirs par-ci ou 2 heures de ménage par-là, c'est pas grave. L'enjeu, c'est d'abord de rendre l'école maternelle plus qualitative. Donc il faut ces espaces de partage en dehors de la présence d'élèves. Donc moi j'invite tous les inspecteurs présents là aujourd'hui à revenir avec votre bâton de pèlerin auprès des maires, auprès des collectivités, négocier ces temps-là. C'est fondamental. Les ATSEM attendent ça, mais voilà, il y a certaines villes qui sont assez exemplaires sur ce sujet et d'autres qui ont besoin de comprendre l'enjeu.